Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a quelques jours, on célébrait la fête nationale, la fête de l'unité nationale. On se souvient en effet que le 20 mai 1972, un référendum consacrait la naissance de l'État unitaire. Les deux États fédérés du Cameroun oriental et occidental fusionnaient, ne formant dorénavant qu'une seule république, la République unie du Cameroun. Au-delà de cette unité géographique, institutionnelle, a-t-on réussi l'unité des peuples, l'unité des cœurs? D'autres particularismes d'ordre tribal ou ethnique n'ont-ils pas entre-temps aggravé les clivages linguistiques? Pour emprunter dans le langage informatique, quel est le taux de chargement de l'unité nationale aujourd'hui? 50%, 75%, 90%? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir en interrogeant également ce que peut être l'impact de la mauvaise gestion ou de la bonne gestion de l'unité nationale sur une éventuelle transition politique au Cameroun. Merci madame, monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, professeur Kenya Fodop, bonsoir. Bonsoir, monsieur Duval-Fangois. Merci et ravi de votre invitation. Vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé 1. Vous avez été pendant plusieurs années doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Djang. Vous êtes président du comité national de géographie et je crois vice-président de l'association des géographes africains. Vous êtes également auteur d'une cinquantaine d'articles publiés au Cameroun, en France, au Togo, au Maroc, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud et dans beaucoup d'autres pays. Et aujourd'hui, à votre actif, une vingtaine d'ouvrages, 24 exactement, dont le tout récent, le Cameroun, jardin sacré de la débrouillardise. Il y a également un ouvrage collectif très intéressant qui a retenu mon attention dans la préparation de cette émission. C'est le Cameroun, autopsie d'une exception plurielle. Un ouvrage donc collectif que vous avez dirigé et qui paraît aux éditions L'Harmattan en 2010. Un ouvrage dans lequel vous traitez de la question de l'intégration nationale, de l'unité nationale que vous considérez comme étant les clés de la stabilité politique dans notre pays. On reviendra sur la question tout à l'heure. Merci, professeur Kenya Fodop, d'avoir accepté de venir échanger avec nous. J'introduis également sur le plateau 237 le débat ce soir le professeur Hubert Moulonjana. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous avez plusieurs casquettes politiques. D'ailleurs, vous avez également travaillé dans la question des droits d'auteur parce que vous avez été en 2002, je crois, président du conseil d'administration de la Sociladra. Je ne me trompe pas. En 2002, réélu en 2005, voilà, réélu aussi en 2007, et les organisateurs déclarent le quorum non atteint. Bon, je ne voulais pas aller jusqu'à ce niveau-là. Oui, c'est bon de savoir. Vous êtes également fondateur du syndicat des personnels de recherche et de l'enseignement supérieur, le CIPRES. Oui. Il faut également ajouter que vous êtes ancien président régional de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Oui. Ça, c'est exact aussi. Et puis, militant politique. Et en ce qui concerne les publications, il y a beaucoup d'ouvrages, mais il y a un ouvrage qui a retenu le plus mon attention. C'est l'ouvrage paru en 1985, L'idée sociale chez Paul Biya. Un ouvrage qui a suscité un gros débat dans la presse pendant plusieurs semaines et qui peut être considéré comme le fondement de vos thèses, de votre doctrine en ce qui concerne les questions d'unité ou d'intégration nationale. On en parlera tout à l'heure. Et bien évidemment, il y a un ouvrage ou une publication, je ne sais pas comment il faut appeler cela, dans le monde des universitaires qui a également attiré l'attention des gens. C'est l'écart de la norme. L'écartement de la norme. L'écartement de la norme. Et la normalisation de l'écart. On en parlera tout à l'heure, professeur Hubert Bononjana. Merci d'être venu. Professeur Albert Dikoumé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes historien. Vous êtes historien, spécialiste des faits socio-économiques et vous êtes auteur également de plusieurs ouvrages, de plusieurs publications, dont le plus récent, Douala, 100 ans d'histoire, un ouvrage collectif. Et vous avez également été enseignant à l'université du Cameroun, la grande université, l'université mère, bien évidemment avant la décentralisation. Et après cette décentralisation, vous avez travaillé pendant plusieurs années comme vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala et puis chef du département d'histoire de cette même faculté. D'ailleurs, vous continuez à enseigner. Merci, professeur Albert Dikoumé, d'être venu sur le plateau de 237, le débat. Merci. Docteur Thomas Théophile Nougusson, bonsoir. Bonsoir, Fangois. Merci d'être venu.
Merci de l'invitation. Vous êtes enseignant à la faculté des lettres et sciences humaines, université de Douala. Vous êtes auteur de plusieurs articles et ouvrages, dont celui qui retient le plus mon attention, je ne sais pas si c'est la même chose pour les téléspectateurs, l'hymne national du Cameroun, un poème chant à décolonialiser. Un ouvrage dans lequel... Et à réécrire, voilà. Un ouvrage dans lequel vous décryptez les symboles nationaux, notamment l'hymne national, en indiquant, en démontrant à grand renfort d'éléments d'arguments que le Cameroun fonctionne depuis 1962, je crois, avec deux hymnes nationaux complètement différents. Oui, l'hymne en français. Voilà, parce que le premier texte a été adopté en 57, plus en 60, ensuite en 72. Bon, je parle de la traduction de Bernard Fonds. Ah oui, la traduction date de 1961. Voilà, très bien. En tout cas, vous montrez que ce sont deux hymnes nationaux, l'un aux antipodes de l'autre. Et la question que je voudrais peut-être vous poser et qui va peut-être être le socle de votre démonstration sur ce plateau, c'est est-ce que l'unité nationale est déjà dévoyée même à partir de ces symboles nationaux? On en parlera. Merci, messieurs. Et puisque vous avez la parole, le docteur No, que je commence avec vous, quelle observation vous suggère le déroulement des festivités marquant la 44e édition de la fête nationale? Oui, alors je dois dire que je n'ai pas vécu la fête comme je l'aurais souhaité. Parce que ce jour-là, j'étais habité par un profond sentiment de détresse. Détresse parce que j'habite un quartier où il n'y a pas d'eau depuis près de moi. Voilà, je suis à Aquanor et vous savez que les quartiers Koto, Bloc, Immeubles, Makepe, on n'a pas d'eau depuis un mois. Donc je me suis retrouvé en train de chercher de l'eau ce jour-là, de l'eau courante, parce qu'il n'y en avait pas. Et à m'occuper des malades, voilà, parce que tout le monde n'est pas... Plutôt que de regarder la parade militaire. Voilà, la parade militaire. Donc il y a eu cela. Mais je pense que j'ai abordé le sujet quand même là où j'étais. Voilà, il y avait de la population, je n'étais pas seul et c'était très intéressant. En interrogeant les personnes, je leur ai demandé, alors, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Alors j'ai été très étonné, chacun y allait voilà, de sa compréhension. Il y en a qui m'ont dit, c'est la fête de l'unité, d'autres c'est la fête de l'unité nationale, d'autres c'est la fête nationale de l'unité, c'est la fête de l'État unitaire. Alors j'étais très surpris que les gens n'aient pas la même perception de ce qui était en train de se... Est-ce qu'elle change fondamentalement? Si. Ces concepts, ce n'est pas la même chose. Hein. La fête de l'unité nationale, la fête de l'État unitaire, etc., ce n'est pas la même chose. Et enfin, je pense que j'ai quand même pris un temps de réflexion. Alors cette fête nationale ou cette fête de l'unité, comme vous voulez, j'ai parcouru le document de stratégie, voilà, le fameux document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et en le reparcourant, je me suis rendu compte que au niveau de la vision, je crois que c'est le chapitre 1 ou 2, la vision du Cameroun à l'horizon 2035 est ainsi déclinée. Le Cameroun, un pays émergent, un pays démocratique et un pays uni dans sa diversité. Et du coup, j'étais étonné. Je me dis, mais comment un peuple peut célébrer l'unité et en même temps la désirer, la projeter en 2035? Bon, j'ai dit, il y a un problème là. J'espère que nous allons revenir là-dessus. On va en parler tout à l'heure. Oui. Merci, docteur Thomas Nouk. Professeur Keyfoudop, les festivités telles qu'elles sont déroulées, traduisent-elles de votre point de vue l'idéal véhiculé par la date du 20 mai? Il faut bien dire que c'est depuis 1972 qu'on fête, voyez, cette unité ou cette union nationale. Et l'édition de cette année, comme d'ailleurs les précédentes, voyez, a été, de mon point de vue, pour reprendre d'ailleurs une expression journalistique, c'est célébré dans la ferveur populaire. J'ai eu l'occasion de regarder, je dirais le privilège de regarder le défilé sur le boulevard du 20 mai. Et je me suis rendu compte que cette année, comme lors des précédentes éditions, de nombreux Camerounais se sont rendus au défilé, voyez, pour manifester leur fierté d'être Camerounais. D'autres, par contre, y sont allés pour s'offrir un spectacle, espérant obtenir, si vous voulez, des autorités présentes à la tribune, si vous voulez, quelques faveurs, à voir tout simplement comment certains passent devant la tribune
en faisant quand même des grands gestes, comme s'il voulait bien demander aux autorités présentes à la tribune s'ils les ont bien regardés. Mais disons que dans l'ensemble, il y a eu dans les quartiers, dans les rues, beaucoup d'animations et surtout de nombreux Camerounais voulant bien manifester leur fierté d'appartenir finalement à ce pays, en dépit finalement des problèmes qu'ils peuvent vivre au quotidien. Ça, c'est une autre affaire. Nous reviendrons peut-être sur le changement de cette date, parce qu'en fait, la fête nationale se célébrait au Cameroun le 1er janvier, qui est quand même la date de l'accession de notre pays à l'indépendance. Du Cameroun, du Cameroun oriental. Bien sûr, du Cameroun oriental à l'indépendance, puisque par la suite, en 1961, nos frères de la partie anglophone nous ont retrouvés. Et on devra peut-être voir dans le cours de l'émission s'il se trouve qu'il y a parfois des couacs dans cette unité nationale. C'est peut-être parce que certaines parties, voyez, de notre pays se sentent parfois, si vous voulez, est-ce qu'on peut parler de l'exclusion, ou alors est-ce qu'on peut dire qu'ils ne profitent pas suffisamment, comme ils le souhaitent, de ce qu'on dit chez nous, du partage du gâteau national. Nous y reviendrons lorsqu'il faudra peut-être évoquer les problèmes à cette unité, car le chemin qui mène à cette unité, puisque comme le collègue l'a dit tout à l'heure, il est curieux de constater qu'on parle d'un pays uni à l'horizon 2035, alors que depuis 1972, on parle de l'unité nationale. Professeur Albert Dikoumé, est-ce que vous comprenez le sens de cette polémique sur le choix de la date du 20 mai? Le professeur Keyefodop a indiqué tout à l'heure qu'avant cette célébration, avant la date du 20 mai, la date qui était retenue pour la fête nationale, c'était le 1er janvier. Et si mes souvenirs sont exacts, si je ne me suis pas trompé, je crois qu'avant 1960, c'était le 10 mai. Enfin, oui, tout à fait. Le 10 mai, oui. Qui était considéré comme le jour de la célébration. Alors, est-ce que vous comprenez le sens de cette polémique, professeur Albert Dikoumé? Bon, cette polémique est née du fait qu'il y a eu un référendum. Le président Aïdjo, qui était à la tête du Cameroun, a organisé un référendum, et ce référendum a donné les résultats qu'il escomptait, c'est-à-dire que le Cameroun ne soit plus organisé en une république fédérale. En une république fédérale, mais en une république unie, même si nous savons que, évidemment, cette épithète va tomber quelques années plus tard, plus exactement en 1984. Avec le décret qui change la dénomination de l'État du Cameroun. Oui, nous redevenons la République du Cameroun, même si cette dénomination concernait essentiellement le Cameroun dit oriental. Bon, il y a eu une polémique là-dessus. Il y en a qui sont même allés jusqu'à dire qu'il s'agit d'un coup d'État. Un coup d'État constitutionnel. Organisé par le président Aïdjo, qui avait ses raisons. Mais je crois que c'était surtout une volonté. Vous parlez du référendum de 72 ou bien du décret de 84? Je parle de 72. D'accord, ok. Je parle de 72. D'accord, oui, le référendum de 72. On est d'abord une république unie. Oui. Et c'est en 84 qu'on modifie la dénomination et nous devenons la République du Cameroun. Bon, il faut dire que cette décision n'a pas toujours plu à tout le monde, notamment à nos compatriotes de la partie dite anglophone. Et leur colère s'est manifestée parfois par un certain nombre d'actes qui ont été posés, un certain nombre de manifestations, notamment de la Southern National Council, SNC. Oui, qui a rappelé que l'alinéa 1 de l'article 47 de la Constitution de 1961 déclarait irrecevable toute révision de la dite Constitution. Donc, le président Aïdjo n'a pas respecté cet alinéa. Dans sa volonté de centraliser
c'est-à-dire de mieux contrôler le Cameroun. Il a fait la République unie et puis plus tard nous avons eu droit à la République du Cameroun. Alors, professeur Hubert Mounouzana, sur les raisons qui ont très souvent été évoquées pour justifier la mise en place de cet État unitaire, on parle très souvent de la lourdeur des institutions. On estime, pour ceux qui défendent cette thèse-là, que le jeune État du Cameroun, qui accédait à l'indépendance seulement depuis 1960, avait du mal à gérer le système fédéral qui paraissait très lourd, avec des institutions en double. Un parlement ici, un autre parlement là-bas, puis un parlement fédéral, les institutions en double, et qu'il fallait essayer de faire simple en unifiant les institutions, d'où le référendum de 1972. Est-ce que cette thèse-là vous paraît la meilleure? Est-ce que cela veut finalement dire que on peut considérer comme étant incompréhensible l'attitude de certains Camerounais qui estiment que effectivement en 1972 il y avait comme une espèce de coup d'État? Bon, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un coup d'État dans la marche des institutions. Les institutions doivent évoluer selon les besoins ressentis par les populations. Or, il s'agit qu'on vivait en 60, depuis 1960, une situation de division factuelle. Il y avait deux Camerouns, le Cameroun ex-français, le Cameroun ex-anglais. Il fallait enlever les images du passé et faire un Cameroun tourné vers l'avenir en enlevant les héritages à la fois français et anglais. D'où la nécessité de cette unification qui a d'abord eu lieu en 61 et puis 11 ans plus tard, elle s'est complétée en 72 à la faveur d'un référendum qui nécessitait donc l'adhésion de tout le peuple ayant donc adhéré. Il ne s'agit pas de considérer les humeurs de quelques catégories de personnes, parce que toutes les personnes n'étaient pas contentes du geste, mais on ne peut pas empêcher un État d'avancer au niveau de ses institutions. Donc pour moi, je pense que le Cameroun a posé un acte d'unification. C'est une unification institutionnelle, ça ne veut pas dire Est-ce que le modus operandi ne peut pas être sujet à caution? La façon dont on a procédé, je dois rappeler quand même que le 11 février 1961, oui, il y a eu un référendum, si vous voulez, des élections, en tout cas des consultations électorales, dans la partie occidentale du Cameroun qui visait à voir si cette partie du Cameroun voulait se rattacher à la République du Cameroun indépendante depuis 1960 ou à la République fédérale du Nigeria. Et on a vu que c'était, je ne sais pas si c'est le terme exact, deux collèges dans le nord du Cameroun et dans le Southern Cameroun. Est-ce que si on avait respecté la même démarche dans l'organisation du référendum, est-ce que au moins là on aurait eu la chance d'avoir moins de contestation? Bon, on n'a pas respecté la même démarche, mais on a avancé. On a avancé institutionnellement avec la majorité. C'est vrai que ceux qui voulaient le rattachement au Nigeria avaient gagné 40%, et ceux qui voulaient le rattachement au Cameroun francophone avaient gagné quand même 60%. Donc on compte avec la majorité et il faut dépasser ces étapes du vouloir individuel et personnel, parce que nous visons l'objectivité de l'État, l'objectivité de l'histoire. Et sinon l'histoire n'avancerait pas s'il fallait tenir compte des évolutions individuelles. Donc je pense qu'il faut avoir l'esprit démocratique et savoir se taire quand on a perdu. Il est vrai qu'on ne peut pas contenter tout le monde dans une démocratie, sinon ce serait l'anarchie. Je pense donc que la démocratie a besoin de l'ordre. Même si vous gagnez à 49%, vous perdez à 49%, pendant que d'autres gagnent à 51%, ce qui est quand même
plus ou moins 50-50, 50-50, il faut que les 49% acceptent la volonté des 51. La dictature de la majorité sur la minorité. Docteur Thomas Noubisson, sur cette question peut-être pour qu'on avance, est-ce que ces difficultés de compréhension, de conception, ou si vous voulez, ces difficultés par rapport aux origines de cette unité nationale, est-ce que cela peut justifier le peu d'enthousiasme ou les balbutiements, les tergiversations qui sont souvent observées chez certains compatriotes quand il s'agit effectivement de célébrer cette unité nationale-là? Oui, tout à fait, parce que ces fondements, et ça se confirme d'ailleurs autour de cette table, et lorsque nous parlons d'unité nationale chez nous, je me rends compte quel est l'otage de cette anglophonie et de cette francophonie, et dans laquelle tous les Camerounais ne se retrouvent pas. L'unité qui intéresse les gens, que moi je rencontre, c'est moins celle-là que l'unité des peuples. Voilà, les Bassa, les Beki, les Bamileke, les Douala, c'est de cette unité dont il est question. C'est ça qui peut enthousiasmer les gens. Mais ça, c'est une unité d'élite. Le professeur Monon Diana a parlé tout à l'heure. C'est une approche très institutionnelle. Voilà, et qui a eu son temps, qui a eu sa pertinence dans l'histoire à ce moment-là. Mais je me pose la question de savoir si effectivement on va continuer de fonder notre désir de vivre ensemble sur l'anglophonie ou la francophonie. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Cela n'intéresse pas beaucoup de Camerounais, à mon avis. Alors, professeur Kayefodop, est-ce que aujourd'hui, effectivement, on peut, enfin, peut-être pas passer l'éponge, mais passer à autre chose, comme l'indique le professeur Hébert Monon-Diana? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ces clivages linguistiques de cette période-là continuent à se manifester, ou bien vous pensez qu'on est en train de passer à autre chose? Est-ce qu'il faut continuer à percevoir la question de l'unité nationale aujourd'hui au Cameroun sous le prisme de francophone, anglophone? Oui, il n'y a pas que ce clivage linguistique, il y a aussi ce qu'on peut appeler le clivage régional. Mais je reviendrai sur ce que le collègue a dit tout à l'heure. Bon, et on sait, il a évoqué 49%. On sait bien qu'il fut un temps dans notre pays où, avec pratiquement 39% des suffrages, on a été majoritaire. Si aujourd'hui... Je rappelle, c'est les élections présidentielles en 1992. Oui, si au fond, on semble remettre en cause la procédure qui a permis la mise en place de cet élan d'unité nationale, c'est peut-être parce que depuis pratiquement 72, cette unité nationale proclamée dans les textes institutionnels, a-t-on dit, n'a pas finalement débouché sur des choses concrètes. Il est clair que les analyses de remise en cause, voyez, de la procédure qui a conduit et qui a abouti au référendum de 72, c'est plus tard, finalement, que les gens se sont rendus compte que c'était pratiquement une unité au forceps. Il y a eu des analyses qui ont bien remis en cause, d'autant plus qu'on semble oublier. Sauf si on dit finalement, c'est vrai que l'homme n'existe que pour modifier ce que l'homme a fait. Quand, en 1961, pratiquement la veille de ce qu'on peut appeler la réunification, il y avait dans le texte constitutif de cette réunification une disposition qui disait bien que de toute façon, cette procédure de deux États ne devrait pas être mise en cause. Et il se trouve que, pratiquement, c'est les mêmes qui, en 72, c'était encore les mêmes qui étaient au pouvoir. Ouais. Donc, on peut estimer que l'une des deux parties a usé de beaucoup de ruses pour finalement obtenir cette unité. Mais si, au fond, des actes concrets avaient été posés entre-temps pour que les Camerounais du Nord, du Sud, du Centre se sentent, si vous voulez, appartenir à la même nation. Parce que nous aurions bien mieux fait de définir ce que c'est que l'unité nationale. L'unité nationale, c'est le sentiment que les hommes et les femmes vivant dans un cadre géographique précis, dans notre cas c'est le Cameroun, voyez, se sentent appartenir, si vous voulez, à la même nation. Voyez, s'acceptent
voyez, avec leurs différences, regardent vers la même direction. Mais est-ce que c'est le cas? Et lorsqu'il faut à peu près répartir soit les fruits ou répartir à peu près les responsabilités, qu'il y ait une certaine justice. Peut-être que ce mot-là a été inventé et qu'on dira qu'il n'y aura jamais de justice parfaite. Donc si, au fond, cette unité nationale bat de l'aile, si on la remet en cause, c'est peut-être parce que tous ceux qui vivent dans notre pays ne se sentent pas appartenir, voyez, à cet espace qui est le nôtre, cet espace qui nous a vu grandir. Mais j'avoue que de nombreux Camerounais se sentent fiers d'être finalement de cet État, mais nombre d'entre eux ont le sentiment, voyez, de ne pas être écoutés ou alors d'être exclus lorsqu'il s'agit de répartir des responsabilités. Et je pense que nous reviendrons sur la question, par exemple, de la politique des quotas, qui est pratiquée et qui, de mon point de vue, n'est pas de nature à favoriser l'unité nationale. Professeur Albert Dikoumé, nous sommes là au cœur même de l'analyse des obstacles à une réelle intégration nationale, à une réelle unité nationale. Le professeur Kiefodov semble relativiser, enfin je ne sais pas s'il relativise, mais lorsqu'il souligne que c'est les mêmes en 61 qui avaient pris cette disposition, je crois qu'il est la conséquence de la conférence de Fumban, et puis plus tard, c'est les mêmes en 72 qui se retrouvent, les mêmes, c'est-à-dire Amadou Ahidjo, Premier ministre du Cameroun oriental à l'époque, et puis John Goufontia, Premier ministre de l'autre partie du Cameroun, c'est les mêmes qui se retrouvent en 72 pour, je vais dire quoi, pour remettre en question les décisions qu'ils ont prises, je crois, 11 années plus tôt. De ce point de vue, peut-être qu'il faut relativiser. Et si on relativise, ça veut dire que il faut peut-être chercher ailleurs les raisons qui justifient ou bien qui constituent les obstacles aujourd'hui à cette unité nationale. Bon, il faut dire d'abord que le rapport des forces avait changé en 72. Le président Ahidjo avait été plus puissant en 72 qu'il ne l'était en 61. Évidemment, pour appâter nos compatriotes du Cameroun dit occidental, nos compatriotes, il fallait leur donner des gages. Et il leur a donné ces gages. Et nous savons que sur le plan national, l'emprise du président Ahidjo est allée en se renforçant. Et inversement, que ce soit le John Goufontia ou que ce soit Mouna, ils ont perdu une partie de leur pouvoir. Ahidjo, en 1972, règne en maître au Cameroun, un maître incontesté. Donc, il impose sa vision des choses. Et les autres n'ont pas suffisamment de moyens pour s'y opposer. Bon. Est-ce que maintenant... Non, je voulais juste mettre peut-être de la braise à votre pipe en indiquant que 72, en réalité, on voit avant 72 les mouvements du 1er septembre 1966 avec l'unification des formations politiques, oui, et les décisions, les sanctions qui sont prises contre Marcel Bébé Idi ou encore Maï Matip, entre autres leaders qui refusent, n'est-ce pas, André-Marie Mbida, oui. André-Marie Mbida, voilà, qui refuse de... Exilé à Conakry. Voilà. Donc, maintenant, on peut se poser une question. Nous sommes en 2016. Est-ce que l'unité nationale, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Kiefodov, est ce qu'elle aurait ce qu'elle devrait être? Oui. Bon, évidemment, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, la plupart des Camerounais se réjouissent de voir qu'il y a de plus en plus une appropriation de cette unité nationale. Même s'il y a des résistances, qu'il y a une appropriation de cette unité nationale, que de plus en plus de Camerounais participent à cette fête
de l'unité nationale, même si on peut se poser un certain nombre de questions. Parce que quand on va à cette fête de l'unité en rang dispersé, notamment au niveau des partis politiques, en voulant pour chaque parti montrer sa force. Parce que c'est ça. On va à cette fête de l'unité de manière désunie. Si on accepte peut-être les forces armées, les écoles, etc., le spectacle qu'offrent les partis politiques donne parfois l'impression d'une grande désunion. Est-ce que le retour au multipartisme en 90, de votre point de vue, professeur Albert Dikoumé, a sapé les fondements de cette unité nationale voulue par le président Ahidjo à travers l'unification des formations politiques, l'unification, j'ai failli dire, de la vision politique du Cameroun? Non, je ne crois pas. On n'a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. Le multipartisme existe dans de nombreux pays depuis longtemps, mais cela n'a pas empêché que cette l'unité nationale, n'est-ce pas, fasse sa marche. Parce que comme on le dit, l'unité nationale, c'est une quête. Et cette quête doit être permanente. Or, si nous nous arrêtons en chemin et pensons que l'unité nationale est achevée, cela peut devenir dangereux. Cela peut devenir dangereux parce que n'oublions pas qu'il y a parfois une certaine tendance au repli identitaire. Il y a des réflexes chez certains d'entre nous, hein, de ces réflexes qui repoussent l'autre, celui qui n'est pas le même que soi. Donc nous devons plutôt nous battre pour éviter cela, parce que cela peut être source de danger. Alors, on revient tout à l'heure sur les solutions qui peuvent être proposées. Professeur Hubert Mounoundiana, j'ai failli poser la question de façon fort simple. Quels sont, de votre point de vue, aujourd'hui, les obstacles à une réelle unité nationale? Est-ce que ces obstacles sont essentiellement politiques, peut-être liés à la vision politique de ceux qui jusqu'ici ont conduit aux destinées du Cameroun? Oui, on ne peut pas enlever la responsabilité de ceux qui conduisent le destin du peuple camerounais. Parce que si ça marche, c'est grâce à eux, et ça capote, c'est grâce à eux, c'est à cause d'eux. Donc, on ne peut pas les exempter du bénéfice du résultat, bon ou mauvais. Donc, pour moi, je dis, il faut quand même qu'on s'entende une fois sur une chose, c'est que l'histoire doit avancer. Quelles que soient les fautes commises dans le passé, par les uns et les autres, il y a une sorte d'idéologie passéiste qui consiste à s'accrocher aux fautes commises par ceux qui avaient décidé ceci en 61 et qui décident autre chose en 72. Mais enfin, le peuple est souverain. Le même peuple qui décide en 61 est le même peuple qui décide en 72. C'est pas un autre peuple, c'est le même qui a changé et qui a eu raison de changer et qui a le droit de changer. Bon, maintenant que nous avons atteint cette unité sur le papier, il faut maintenant la réaliser sur le terrain. Et c'est là où le bas blesse. Ceux qui ont eu la charge de diriger le pays, il faut bien qu'ils aient les compétences nécessaires pour bâtir une république. Alors, sur l'idée, par exemple, du président Ahidjo, lorsqu'il décide, par exemple, de l'unification des formations politiques, c'était bien pensé, c'était bien vu, de votre point de vue? Oui, mais attendez. Je crois que le président Ahidjo avait besoin de constituer un socle pour le développement de ce pays. On ne peut pas avoir à développer un pays en laissant les discordances en désordre. Rappelez-vous ce qui ont eu à bâtir des grandes nations dans l'histoire. Ils ont eu des pouvoirs centralisés assez forts. Vous ne pouviez pas bâtir l'Allemagne, la France, l'Angleterre en laissant chacun faire ce qu'il voulait. Il fallait un pouvoir centralisateur pour construire les cathédrales, pour construire les châteaux en Europe. Et ils ont dû construire des cathédrales et des châteaux avant de jouer au pluralisme en 1789.
C'est alors qu'on s'est mis à jouer au pluralisme, le socle étant déjà bâti. Et on ne peut pas concevoir qu'on va faire un pluralisme désordonné dans nos pays encore éclatés sans avoir bâti un socle. De ce point de vue, est-ce que 90 arrive trop tôt? Non, 90, non, chaque chose arrive dans l'histoire en son temps. Vous comprenez? Il faut avoir la conscience historique. Ce qui est nécessaire en 72, c'est fait en 66, c'est fait en 66. Ce qui sera nécessaire en 72 va se faire en 72. Et pareillement en 90. Maintenant, à partir de 90, là où vous posez votre question, c'est là où j'en appelle à ceux qui ont eu la responsabilité de diriger le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire incarner l'unité dans les faits quotidiens, pour faire incarner l'unité dans les institutions? C'est là où il y a un véritable problème. J'appartiens à la formation RDPC, mais j'aurais à dire, c'est ce qui détruit l'unité à l'intérieur du RDPC. Mais il faut d'abord qu'on retienne les acquis. Les acquis, nous étions divisés, on a fait ce qu'on a pu pour arriver à l'unification. Nous y sommes arrivés, les uns étant contents, d'autres étant un peu déçus, Oui. mais nous y sommes arrivés. Et puisqu'on a vu des Ça, marches c'est- contre le multipartisme. Oui, mais il s'est réalisé. Mais donc, à partir de là, il faut tourner la page et regarder donc l'avenir. Je crois que c'est pour construire l'avenir Oui. qu'on célèbre le rituel régulier du 20 mai. Encore que pour moi, c'est peut-être 1984, il faudrait célébrer, février 84, la République du Cameroun. Parce que le 20 mai rappelle encore les relents du fédéralisme. Puisqu'on parle de la République unie, c'est-à-dire celle qui refuse le fédéralisme. Donc, nous avons toujours en référent inconscient le fédéralisme. Je pense qu'il faut aller franchement une fois vers février 1984 pour la République du Cameroun, sans aucune référence vers le passé. Alors, sur les obstacles à la construction nationale aujourd'hui, docteur Thomas, c'est vrai que vous avez commencé à développer tout à l'heure sur la question, notamment sur la dimension politique de la question. Oui. Alors, moi, je serais peut-être sévère, mais moi, je ne crois pas beaucoup à l'unité nationale comme réalité. Voilà. On en parle depuis le début de l'émission. Même si l'histoire du pays ne commence ni en 60, ni en 61, en 72, etc. Le Cameroun, sous le contrôle du procès d'Ikouma. Mais l'histoire du Cameroun commence depuis longtemps. Donc, lorsqu'on parle de nation, je pense qu'il faut retourner à ses racines. Donc moi, j'hésite vraiment à parler d'unité nationale. Peut-être qu'on aurait dû définir ces concepts au début. On peut parler peut-être d'intégration nationale. Les gens s'acceptent, il y a un brassage de population, les gens cohabitent. Moi, je dis qu'il y a une cohabitation pacifique, ce qui est déjà important, qui est un pas vers l'unité. Parce que l'unité, quand même, je ne vous apprends rien. Vous avez tous lu Ernest Renan, etc., en 1882. C'est quand même une vision profondément partagée et commune et qui inspire le vécu. Voilà, c'est pas une simple cohabitation. Donc moi, je parlerai vraiment pas d'unité nationale. Je pense qu'il faudrait, parce que ce concept, pour nous Camerounais, il faudrait le réfléchir. Et vous parlez d'obstacles. Et précisément, il me semble qu'il y a d'abord comme premier obstacle le défaut. Voilà. De prise en compte sérieuse d'une réalité qu'on ne peut pas contester. Le Cameroun est j'aime à le dire, le Cameroun est une création de Dieu et une fondation des Européens. Vous voyez? Autant que je sache, l'historien est là, des Camerounais ne se sont jamais assis pour dire « nous allons fonder telle nation ». Ce sont les Allemands, ensuite les Français, les Anglais qui nous ont mis en mouvement. Et tant qu'il n'y aura pas cette expérience fondatrice, qui peut avoir plusieurs formes, je me pose la question de savoir si nous aurons une âme. Et Renan dit très bien que la nation, l'âme, est le moteur de la vie d'une nation. Ensuite, je crois il faut mettre le doigt, il y a une sorte d'hypocrisie institutionnelle. Tout à l'heure, vous m'avez présenté, oui.
Quand vous voyez nos symboles, voilà, on en parle. Les symboles qui expriment cette unité. Vous avez parlé de l'hymne. Il y a 2 textes qui se chantent. Moi, je soutiens qu'il y a 2 hymnes. J'attends la contradiction. Il y a 2 systèmes éducatifs. Il y a... si vous prenez même notre drapeau, voilà, je le vois d'ailleurs ici chez vous, je vous donne cette petite indication. Et il y a une étoile sur le drapeau. Et qui est une survivance. Au milieu de la bande rouge. Et qui est une survivance de la République unie. Vous savez qu'avant, c'était 2 étoiles qui représentaient les deux États. Sur la bande verte. Voilà. Et après, on nous a dit, bon, c'est la République unie, c'est une étoile. Les 2 étoiles ont fusionné. Voilà. Oui, et en 84, c'est la République du Cameroun. Il y a plus. Alors, si l'étoile doit subsister, on doit lui donner un autre sens. C'est une survivance. Autre chose sur laquelle je voudrais insister, vous voyez, c'est quand même, on parle d'unité. Et je crois que la fête du 20 mai, quel que soit le sens qu'on peut lui donner, est le prétexte de cette émission. Mais l'unité nationale, c'est quelque chose de très sérieux. Et vous remarquez avec moi, je parlais des institutions et même de la population. Moi, je trouve quand même curieux que le 20 mai, vous allez peut-être me démentir, jamais je n'ai entendu le président de la République parler. De tous les pays que je connais dans le monde, le jour de la fête nationale, le président dit quelque chose. Bon, est-ce que nous lui avons demandé de dire quelque chose ou bien lui-même en a pris l'initiative? C'est quand même significatif. Le jour de la fête nationale, le président ne dit rien. Donc il y a comme un silence. Voilà, c'est un sujet très sérieux et très grave. Il parle à d'autres occasions. Oui, mais c'est la fête nationale dans un pays. Les autres occasions, c'est quoi? C'est le 31 décembre. Pour faire le bilan. Oui, mais la fête nationale, c'est quelque chose d'important. Sur l'avenir. Donc, pour me résumer, voilà, je dis une chose que j'ai dite au début. Vous voyez, il importe pour nous un obstacle. Voilà, l'obstacle, je peux le nommer comme cela. Il y a comme une expatriation de l'âme de notre unité nationale. Elle ne peut être ni dans l'anglophonie, ni dans la francophonie. C'est quelque chose, il faut rapatrier cela. Voilà, je vous ai dit, c'est dans nos peuples, les Grassfields, les Fang Beti Boulou, les peuples du Nord, les peuples Sawa, les Mbokléa, etc. Et pour terminer, je dirais pour moi comme obstacle majeur, vous voyez, et c'est lié à tout ce que je viens de dire, le défaut, voilà, de référence à des valeurs communes et qui sont consensuelles. C'est ça quand même. Alors, vous êtes de l'Ouest, je suis du centre, du littoral, etc. Quelles sont nos valeurs communes? Est-ce que vous pensez que dans ce pays, nous les avons identifiées? Tout à l'heure, vous parliez du multipartisme. On doit quand même trouver des valeurs qui sont transversales. Quel que soit le parti, quelle que soit la religion, quelle que soit l'ethnie. Vous me direz, vous allez me citer la devise. Vous allez dire peut-être, mais quand même, vous voyez, dans un pays comme le nôtre qui a besoin d'unité, moi je me rends compte que le mot unité, il n'est pas dans la devise. Mais si vous trouvez les partis politiques, vous allez du côté des partis politiques, vous trouverez que le mot existe partout. Donc moi je pense à une refondation systématique. Nous avons un rassemblement quand même. Oui, le RDPC. Ah non, mais je crois que vous n'avez pas unité. Peut-être que vous avez même un rassemblement, c'est une question de sémantique. Oui, mais au-delà des mots, c'est mon problème, monsieur le militant. Au-delà des mots, alors il nous faut des réalités plus concrètes. Plus concrètes. Alors, professeur Kefolov, est-ce que le multipartisme, le retour au multipartisme en 90 peut être considéré comme un obstacle à cette unité nationale? Je pose la question parce que lorsqu'on regarde le landerneau politique camerounais aujourd'hui, on a le sentiment que les partis politiques se sont construits essentiellement sur des bases tribales et ethniques. Est-ce qu'on n'est pas en train de retourner à la situation d'avant 1966? Encore que, il faut bien reconnaître que l'expérience démocratique camerounaise est une expérience, à mon avis, unique. Je dirais même d'ailleurs originale. Et je me rappelle qu'il y a un article dans l'ouvrage que vous avez cité dans ma présentation, Le Cameroun, autopsie d'une exception plurielle en Afrique, parle bien de cette expérience démocratique unique. Alors qu'ailleurs, peut-être on peut dire dans les pays développés, et même dans certains pays africains, il s'agit d'une expérience démocratique libre.
je peux dire que chez nous, elle est un peu contrôlée. C'est une expérience démocratique, c'est une démocratie bouclée. Et on le sait que finalement, on parle d'opposition. Une démocratie bouclée. Oui, à la limite. Bouclée, c'est-à-dire que on a, bien entendu, des partis politiques, mais en fait, ils n'en sont pas véritablement de partis politiques. Peut-être qu'ils sont à la solde d'un parti, si vous voulez, dominant, qui contrôle. Et on s'est bien rendu compte que, voyez, en 2010, il y avait à peu près autour de 87 partis politiques, dont certains ne se faisaient entendre que lors de la campagne de l'élection présidentielle. Et on s'est rendu compte que des partis qui avaient donné l'impression, ça je préfère dire l'impression, parce qu'au fond de compte, même certains partis en qui on croyait, on s'est rendu compte que ces partis-là se sont effondrés sans qu'on en sache vraiment la raison. Donc, vous voyez, un parti peut-être dominant qui donne le feu vert. On a même vu que certaines personnes qui prétendaient créer des partis se sont refusé le droit de fonder finalement un parti. Donc c'est une expérience démocratique, à mon avis, très contrôlée, et que, bon, de toute façon, comme les leaders viennent toujours de quelque part, on est dans un contexte où, finalement, on donne d'abord la préférence aux siens, hein, dans un pays multi-ethnique comme le nôtre, 250, voire plus, d'ethnies, qui, quand même, de mon point de vue, fait la richesse de notre pays, mais l'expérience a montré que, comme la charité ordonnée commence par soi-même, ceux qui sont devant sont d'abord soutenus par les leurs, mais je pense que si ça avait été une démocratie, si vous voulez, ouverte, mais le pouvoir en place, de mon point de vue, qui avait à peu près le monopole des décisions politiques, lorsque le multipartisme, parce qu'il faut avouer que cela s'est imposé, parce qu'au début des années 90, il y a ce vent de démocratisation qui souffle finalement, c'était un vent qui souffle sur le continent africain, tout au moins sur les pays du Sud. Le pays ne pouvait vraiment pas résister. Mais je pense que le pouvoir en place, un bon stratège, a essayé de contrôler. On ne va pas dire ce qui s'est passé, par exemple, hein, à l'époque où des États africains organisent, des présidents africains organisent des conférences nationales souveraines, d'où certains sont sortis affaiblis, on le sait très bien. Le président de notre pays a organisé cette tripartite, voyez, qui a été, si vous voulez, une sorte de ruse. Bien sûr, cette tripartite a permis de ramener la paix dans notre pays. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Quand tout à l'heure, j'ai entendu un collègue s'exprimer comme l'a dit, je dis, mais nous ne pouvons quand même pas arriver à développer notre pays et arriver à promouvoir et à bâtir cette unité nationale si on entend quand même des collègues, des intellectuels se comporter, parce que, bien sûr, on a parlé de 72. Lui, par exemple, il faut remonter à cela à 84, parce que l'adjectif uni disparaît, je veux bien. 84, 2016, ça fait quand même 32 ans. Et si on remonte à 72, 2016, ça fait 40 ans. Je suis de ceux qui pensent que la vie n'entend pas. Et quand le collègue Monodjan a dit, sans vouloir lancer la polémique, il faut que ceux qui sont au pouvoir, ils y sont depuis combien d'années? Depuis plusieurs, je suis de ceux qui pensent que la vie n'attend pas. Nous sommes là pour essayer au moins, peut-être pas d'éclairer parce qu'on n'est pas illuminé, mais je dis que l'intellectuel, ce n'est pas seulement celui-là qui est bourré de diplômes dans l'une ou plusieurs disciplines scientifiques, c'est bien cet intellectuel-là, mais qui en plus prend position clairement et objectivement sur les problèmes de son pays, de son temps, quel que soit ce que ça lui coûte, en récrimination ou en approbation. Donc nous devions peut-être, sans demander qu'on remplace, si vous voulez, du but en bois ceux qui sont là, demander à ce qui est, par exemple, une sorte de renouvellement depuis le sommet, de l'élite politique jusqu'au sommet. Alors, c'est une solution pour arriver à une réelle intégration nationale, à une réelle unité nationale, procéder vers Monodjana, le renouvellement de l'élite politique, de la classe politique. Mais c'est tout à fait naturel. Cela participe du processus naturel de régénération, même pour les cellules humaines, n'est-ce pas? Pour les cellules animales, si elles ne se régénèrent pas, la vie ne continue plus, elle s'affaisse. Donc, je suis d'accord avec tous les mouvements qui veulent le renouvellement
dans le pays pour le changement. Peut-être pas sur les délais maintenant. Non, moi je suis pas sûr, je suis de ceux qui veulent le changement parce que nul n'est éternel. Et nul ne doit prendre l'éternité comme argument ou alibi pour demeurer. Parce que on ne peut pas prendre l'achèvement d'un programme comme alibi pour demeurer parce que tout homme est mortel. Or Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel. Socrate ne peut non pas dire que je n'ai pas encore fini mes projets. Il faut que Socrate sache arrêter ses projets en pensant à la mortalité de tout homme. Donc pour moi... Peut-être pas Socrate, mais ses disciples estiment qu'il devrait rester... Oui, mais moi je m'adresse à Socrate. Je m'adresse à Socrate qui est mon maître. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut une certaine... Mais la régénération, comme je l'ai dit dans un papier, quand on est con, on est con. Qui avait chanté ça? C'est Brassens, n'est-ce pas? Qu'on soit un jeune con ou un vieux con, quand on est con, on est con. Con débutant ou con caduc, quand on est con, on est con. Ça ne veut donc pas dire que les jeunes seraient plus valeureux que les vieux. Parce que quand on est con, on est con. Donc, autrement dit, la régénérescence ne suffit pas. La régénérescence il faudrait que la mutation soit de qualité. Il faudrait qu'il y ait une mutation soit de qualité. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il faille remplacer mécaniquement pour remplacer. Il faut un cahier de charge. C'est le cahier de charge qui nous manque en ce moment. Et je suis en train de dire, j'ai commencé à le dire auparavant, avant que vous n'interveniez, chers collègues, commencé à dire que l'unité des cœurs vaut plus que l'unité des régions, parce que les régions sont naturelles. D'où aussi l'unité nationale, même on devrait même dire l'unité étatique, parce qu'il n'y a pas une date pour créer une nation. La nation existe éternellement. Il n'y a donc pas à créer l'unité d'une nation. La nation est déjà nation. C'est au niveau de l'organisation étatique qu'il faut maintenant organiser, c'est-à-dire l'homme d'État doit passer la journée à jouer aux dames, le jeu de dames, le damier national, c'est-à-dire pousser un pion, parce que la nation a beaucoup de pions sur lesquels il faut jouer. Il faut maintenant que l'homme d'État sache jouer des pions pour pousser l'un à côté de l'autre, ainsi de suite, pour que le jeu soit harmonieux. Mais si l'homme d'État, moi je parle maintenant à partir de mon appareil politique, si l'homme d'État prend des individus pour leur donner des avantages cumulés, en laissant d'autres membres du même parti, il n'est pas en train de construire l'unité des cœurs. Quand vous prenez un électeur, disons un électeur parce que nous sommes dans un parti, qui vous a élu, excusez la tautologie, mais il vous a élu avec combien de voix? Avec une seule voix. Les autres vous ont élu avec combien de voix? Avec chacun une seule voix. Mais quand vous accumulez les avantages sur un seul, un avantage, deux avantages, trois avantages, quatre avantages, jusqu'à 5 avantages sur une seule personne, je dis que là, ce n'est plus l'unité des cœurs, parce que tous se sont battus pour que vous soyez élus. Mais quand au niveau de la répartition des avantages, il y a mal donne. Et quand je quitte dans la notion de justice sociale dont tu parlais tout à l'heure. Oui, et c'est ça qui fait l'unité des cœurs. Maintenant, si j'abandonne le parti, je prends maintenant la nation. Je ne peux pas dire que nous soyons dans une république. C'est la république qui fait l'unité des cœurs. La res publica, la chose commune, la chose de tous. À savoir que je suis dans un État républicain, le nôtre ne l'est pas suffisamment. Je sais à quoi je dois m'attendre quand je suis citoyen. Je connais mes droits quand je suis dans une république. Je fais ci et j'ai ça. Je vaux ci et je mérite ça. Mais quand dans la République, entre guillemets, quand dans un État, les citoyens ne savent pas à quoi ils ont droit réellement. Mais cet État est un État, si vous voulez, un État du hasard. Ce n'est plus un État de droit ni un État de règles. C'est un pas d'État voyou. Bon, alors je suis donc en train de dire que l'unité des cœurs, c'est cela. Quelqu'un en a parlé, peut-être c'est vous. La répartition des avantages. La répartition des avantages. C'est ça, la justice sociale. Mais c'est ça. Laissez-moi les tribus.
Les tribus ne dérangent pas dans ce pays. Les tribus ne dérangent pas. Nous avons fait tous des écoles, les collèges et les internats. Vous savez quels étaient vos amis. Ce n'étaient pas les frères du village. Nous avons grandi. Maintenant, on est en train de nous faire comprendre que il y a des religions. C'est comme dans un État islamiste. Si vous êtes de telle religion, vous aurez des droits. Vous n'êtes pas dans ma religion, vous n'aurez pas de droits. Je dis que non. Ça, c'est la destruction de la République. Je pèse bien mes mots, la Respublica, la chose publique, chacun doit savoir à quoi s'attendre. Alors, est-ce que vous êtes finalement donc en train de conclure que, ce n'est pas le mot que vous avez utilisé, c'est mon mot, que le voyeurisme qui est observé en ce qui concerne la question de la gestion de l'unité nationale est le fait même d'un mauvais management au sommet de l'État dans la gestion de la Respublica? C'est toute la pyramide. Toute la pyramide participe dans la religiosation de l'État. L'État, c'est d'être un État laïque et républicain pour devenir un crypto-État religieux. Vous appartenez à telle religion et vous avez des avantages. Vous n'y appartenez pas et vous n'avez plus d'avantages. Donc laissez-nous les tribus. Il n'y a que 2 grandes tribus dans ce pays qui ne s'entendent pas. La tribu de ceux qui possèdent et la tribu de ceux qui ne possèdent rien. Alors, professeur Albert Dikoumé, vu sous cet angle-là, on va bien se demander finalement quel est le sens de la politique des quotas ou la question de l'équilibre régional, qui est une question fondamentale qui revient très souvent lorsqu'on parle d'unité nationale. Bon, il faut dire que la politique des quotas a été adoptée à un moment où l'État camerounais, ou tout au moins ses dirigeants, pensaient que certaines régions du Cameroun, par rapport à d'autres, n'est-ce pas, avaient un retard, notamment sur le plan scolaire. Donc, il fallait trouver un équilibre, parce que ce n'est pas bien non plus que certaines régions soient oubliées. Bon, il s'agit en particulier de ce qu'on appelle le Grand Nord et l'Est du Cameroun. Bon, notamment en ce qui concerne l'administration, au niveau de l'administration, on a favorisé l'entrée à l'ENAM, à l'EMIA, etc. Les grandes écoles. Aux grandes écoles d'un certain nombre de gens. Et moi, je trouve que au départ, ce n'était pas une mauvaise idée. Parce qu'il fallait que tout le monde se sente, n'est-ce pas, citoyen de ce pays. Non pas des citoyens oubliés. Bon, mais maintenant, cette politique dure depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle a toujours sa raison d'être? Est-ce que nous devons toujours la pratiquer? Bon, c'est une question qu'il faut se poser et la réponse se trouve dans un débat. Il est difficile de trancher de manière ferme et de dire il faut arrêter. Il faut faire le bilan de cette politique. Il faut trouver les avantages, mais il faut également trouver les faiblesses de cette politique avant de pouvoir trancher et de la mettre à l'encart. Alors, docteur Noubisson, sur cette question, il semble que, bon, on parle d'équilibre régional, on parle de la politique des quotas pour ce qui concerne l'admission dans les grandes écoles, etc. Mais il semble qu'au niveau de la gestion, au niveau de l'appareil de l'État, en ce qui concerne l'attribution des postes, des responsabilités, il y a une opération de ce genre, peut-être qui ne s'appelle pas forcément équilibre régional, mais qui consiste, je crois, à intégrer les grandes composantes techniques du pays au poste de direction de l'appareil de l'État. L'historien Elikia Mbokolo considère cela comme une variante originale de la démocratie. Est-ce que de votre point de vue, c'est une mécanique qui vaut son pesant d'or ou bien il faut passer à autre chose? Non, mais je crois vous avez parlé tout à l'heure de justice. Si vous êtes même dans une famille, c'est-à-dire que si vous êtes un père, vous devez avoir le souci de tout le monde.
C'est-à-dire qu'en même temps, sans frustrer ceux qui méritent, mais vous devez quand même avoir le souci de tous vos enfants. Donc moi je pense qu'il y a, vous voyez, le modèle que nous avons ici, même naturellement, instinctivement, on brandit toujours l'équipe dite des lions indomptables. Mais c'est très rigoureux, il y a une discipline, il y a des lois, on les applique pour qu'on gagne. Voilà. Et je pense que pour nous-mêmes aussi... vous parlez certainement des lions de 90. Oui, voilà. Mais le nom n'a pas changé, hein, même s'ils sont domptés aujourd'hui, ils sont toujours dits indomptables. Alors donc, je pense que c'est une politique, le professeur Dikoum l'a dit, qui a pu se défendre à un certain moment. Même jusqu'à aujourd'hui, hein, elle pourrait toujours se défendre. Mais moi, ce qui m'inquiète, vous êtes très optimiste, je ne suis pas sûr que même les règles établies dans cette logique-là, elles sont toujours bien respectées. Ça, je ne crois pas. Ces règles, d'ailleurs, elles ne sont pas publiques. Elles sont non écrites, d'ailleurs. Oui, elles sont non écrites. Et même quand elles sont verbalisées, bon, on ne voit pas qu'elles sont appliquées. C'est pourquoi moi, je reviens sur ce que je vous ai dit. Et j'en profite pour rebondir un peu sur ce que le professeur Mono Ndiané a dit tout à l'heure. C'est vrai, il dit, il y en a qui ont tout, d'autres n'ont rien. Moi, il me semble que ce problème d'unité, ce n'est pas d'abord un problème économique. Vous voyez? Il y a comme une dictature de l'économie, précisément, qui est en train de nous emporter. Ça, il faudrait que nous fassions... Nous sommes des Africains, nous sommes des humanistes. Il y a une dictature de l'économie. Oui, mais les frustrations partent des avoirs. Oui, les frustrations partent des avoirs, mais c'est plus profond que cela. Mais parce qu'effectivement, l'échelle des valeurs est renversée. C'est-à-dire qu'on a brandi l'économie, on a brandi les avoirs, etc. Et tous les rêves de possession des personnes tournent autour de cela. Moi, il me semble qu'il faut revenir véritablement à des valeurs fondamentales, les valeurs de nos cultures. Voilà, et hiérarchiser. Voilà. L'économie est au service du politique et du culturel. Et tant que, si vous voulez, l'unité nationale, elle n'est pas fondée sur cette connaissance de nos valeurs culturelles et sur leur promotion, on sera toujours dans des impasses. On sera toujours dans des impasses. Les règles qu'on définit, c'est d'abord des règles de comportement, c'est d'abord des règles qui se situent au niveau, voilà, d'une culture, d'une manière d'être, d'une manière de penser. Voilà mon point de vue par rapport à cela. Professeur Kayefodop, sur cette question de la prise en compte des différentes composantes sociologiques dans la gestion de l'appareil de l'État, est-ce que, de votre point de vue, ça peut être un socle de construction d'unité nationale ou un levier important de construction nationale? Je l'indiquais tout à l'heure, j'ai parlé de l'historien Éric Yamoukoulo, j'aurais pu parler également de Jean-François Bayard, que vous avez d'ailleurs cité dans votre ouvrage, et qui appelle ça le processus de molécularisation, c'est ça, réciproque, c'est bien cela? C'est ça. Tout à fait, oui. Oui. Est-ce que ça peut être un levier important de construction nationale? Votre question, même si elle est limitée à la répartition des postes de responsabilité, renvoie toujours à cette politique des quotas. Des collègues se sont exprimés, et je dirais par rapport, et tout en répondant à votre question, à cette politique de quotas, que pratiquer tous azimuts dans tous les domaines, ça me paraît être une mauvaise chose. Je peux peut-être comprendre que en politique, on puisse finalement, lorsqu'on nomme à peu près des ministres, encore que l'expérience a montré qu'on nomme par exemple ministre des Sports un médecin, ou alors ministre des Forces armées un magistrat. Bon, je peux peut-être comprendre qu'à ce niveau-là, et je commence à prendre des exemples pour montrer qu'il faut discriminer. Peut-être qu'en pratiquant cette politique-là, il faut discriminer. Peut-être que pour les fonctions politiques, encore qu'on sait bien que ce n'est pas le ministre qui traite les dossiers. Il peut avoir une compréhension des dossiers qu'il signe, mais en fait, ce n'est pas lui qui fait l'essentiel du travail. Et si on laisse de côté ces postes de responsabilité de ministre, où on peut peut-être faire participer toutes les composantes, il y a quand même des secteurs comme la médecine, parce qu'on a semblé donner l'impression que cette politique-là n'est pratiquée qu'au niveau des concours. Il faut aussi indiquer que c'est pratiqué dans les recrutements, lors des recrutements dans la fonction publique. Alors, si on ne prend que l'entrée dans des écoles de médecine, ça veut dire que pour celui qui va devenir médecin,
il faut qu'il ait quand même des prérequis. Il faut qu'il ait des réflexes à la base. Donc, si vous devez, dans une école comme celui-là, recruter quand même des gens qui, finalement, parce qu'il faut avoir des médecins dans toutes les régions du pays, recruter finalement des enfants qui n'ont pas des dispositions naturelles pour pouvoir devenir médecin, où est-ce qu'on va? Et je dirais que pour avoir réfléchi et fait des enquêtes sur cette politique, que le fait absolument de vouloir que toutes les régions soient représentées dans tous les domaines a poussé certains responsables de la formation à fabriquer des lauréats. Parce que vous vous rendez compte que de toute façon, ça ne présente pas bien que pour le même concours, qu'on puisse admettre un étudiant qui a 15, parce qu'il est originaire d'une région qui, au niveau de la répartition, est un peu défavorisée. Je ne sais pas sur quelle base, parce qu'on a dit c'est proportionnel à l'effectif de la population. Je ne suis pas sûr qu'on ait tenu compte encore que cet effectif augmente. Vous comprenez? Depuis, on maintient peut-être les mêmes pourcentages. Donc, et que par ailleurs, pour le même concours, on admet un jeune qui a 8, laissant entre les deux extrêmes des candidats qui ont eu 12, 13, 14, parce qu'ils appartiennent finalement à une région où les meilleurs sont peut-être concentrés. Pour prendre encore un exemple, dans l'enseignement supérieur, vous comprenez, ce n'est pas normal que de toute façon, puisque dans l'enseignement supérieur camerounais, tout au moins l'enseignement supérieur d'État, les responsables universitaires sont nommés par la hiérarchie, le ministère de l'enseignement supérieur et parfois, pour certains postes, le président de la République, qu'on puisse avoir comme chef de département, c'est-à-dire le responsable de l'unité scientifique de formation, un chargé de cours dans des départements où émargent finalement des professeurs. Ce qui fait que ce sont des personnalités qui doivent avoir à défendre. Et on voit bien que de toute façon, pour les promotions des enseignants, celui qui est en position, si vous voulez, de décision, qui doit par exemple rédiger un rapport, voyez, soit un rapport administratif, un rapport pédagogique sur un collègue qui veut aspirer à un grade supérieur au sien, vous voyez que ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. Donc on peut finalement, de mon point de vue, pratiquer cette politique-là dans certains domaines, mais pas dans tous. Et encore, je me plais à dire, du temps, je ne sais pas, le collègue de ma gauche a fait allusion au lien indomptable. Oui, au lien indomptable. Je ne sais pas si finalement son raisonnement allait dans le même sens que le mien. Je dis, lorsque du temps de leur splendeur, les Lions gagnaient, on sait bien que finalement, la plupart des joueurs de cette équipe brillante de 90 et peut-être des années qui ont précédé étaient originaires même pas d'une même aire géographique. Ça n'a pas choqué les susceptibilités sans que ça pose des problèmes à personne. Voilà. Alors, professeur Albert Dikoumé, sur cette question-là, finalement, est-ce qu'avec l'évolution, avec le temps, on ne risque pas, je veux dire, est-ce que ce problème ne risque pas de se régler de lui-même? D'abord les questions d'anglophones francophones, puis les questions d'origine, parce que de plus en plus on voit ce brassage. Est-ce qu'il ne va pas être difficile à un moment donné d'identifier qui est originaire de telle région? Enfin, je ne sais pas, je pose la question. Bon, je voudrais d'abord dire que cette expérience de quota a peut-être été dévoyée, a été caricaturé, mais je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut rester prudent. Je crois qu'elle a eu ses mérites à un moment donné. Peut-être qu'aujourd'hui, elle s'est essoufflée, elle montre ses limites, mais je redis qu'il faut d'abord que nous fassions le point là-dessus. Bon, la question que vous avez posée, c'est... Oui, je posais la question sur... enfin, de plus en plus, il parle des concours. Dans les concours, bon, on doit prendre telle autre personne originaire d'ici, originaire de là. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment aujourd'hui, avec le brassage, ces mariages, par exemple, peut-être interethniques, que ce problème risque de se résoudre lui-même à la longue? Il est possible, notamment en ce qui concerne ce problème d'anglophone.
Parce que qu'est-ce qu'on voit de plus en plus? Des étudiants nés de parents francophones, des élèves, des étudiants, faire des études en anglais. Et si vous allez à l'université de Buea ou à l'université de Bamenda, vous verrez qu'il y a une forte majorité, il y a une forte concentration d'étudiants dont les parents à l'origine appartiennent à des aires culturelles francophones. Mais il semble qu'on leur a donné une dénomination, les gens de la 11e région. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle que quand j'étais étudiant, on parlait déjà de la 11e région. J'avais pour chef de département le professeur Ndioma et le mari de Madame Dorothy Ndioma. Et les gens originaires de ces deux régions, c'est-à-dire du sud-ouest et du nord-ouest, on les appelait déjà, et surtout ceux qui à l'origine venaient du Cameroun dit francophone, parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que Ndioma, le professeur Ndioma, était un Bassa, Babimbi, et que ses parents avaient émigré là-bas. Et que c'est comme le professeur Ngo, Victor Julius Ngo, qui est un étonne. Donc ces gens originaires du Cameroun francophone, on les appelait les citoyens de la 11e région. Bon, ce problème, moi je dis que le problème qui se pose aujourd'hui a pris cette acuité parce que les gens se sont servis de ces problèmes comme fonds de commerce. C'est-à-dire que ceux qui nous dirigent ont utilisé, n'est-ce pas, le problème d'anglophone, le problème de francophone, les problèmes de tribalisme pour pouvoir dresser les uns contre les autres. Parce qu'il y a aussi un danger à laisser les gens aller librement les uns vers les autres, à s'agréger, à réfléchir, à avoir une pensée commune, etc. etc. Donc, comme l'a dit le professeur Kenye Fodok tout à l'heure, on cherche à contrôler tout cela. Cette démocratie à laquelle nous aspirons, on ne la laisse pas s'exercer librement. Parce que si on la laissait s'exercer librement, elle pourrait créer des situations incontrôlables. Donc, on joue. Les Camerounais jouent. Ils jouent. Ils rusent. Oui, avec tout cela, comme avec un jouet. C'est-à-dire qu'on peut manipuler, qu'on peut jeter en l'air, etc., en sachant qu'il retombera sur ses pieds. Parce qu'on espère qu'il retombera sur ses pieds. Donc, il faudrait qu'on dépasse un certain nombre de choses. Il faut qu'il y ait une volonté commune de vivre ensemble. Et je crois que cette volonté commune existe. Parce que le tribalisme n'est pas aussi exacerbé que ça dans notre pays. Le professeur Monod le disait tout à l'heure, nous avons tous été dans des internats. Moi, j'ai été à l'internat au lycée de Nkonsamba. Et jusqu'aujourd'hui, mes meilleurs amis demeurent ceux avec qui j'ai partagé le pain au restaurant, ceux qui avaient leur lit à côté de mien, ceux avec qui j'allais jouer au football, etc., etc. On prend toujours beaucoup de plaisir à se retrouver. Donc, il faudrait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une quête permanente. L'unité nationale, c'est une quête permanente. Il faudrait que nous ayons véritablement la volonté d'aller vers cette unité nationale. Elle n'est pas achevée. Et nous devons faire très attention. Alors, professeur Hubert Mononjana, nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. Est-ce que il faut avoir peur pour ce qui est de la perception, de la compréhension de cette question d'unité nationale, de son impact sur une éventuelle transition politique? De plus en plus, on parle
de cette affaire de transition politique est-ce qu'il faut avoir peur que la question de l'unité nationale puisse perturber cette transition politique dans notre pays? Oui, il faut avoir peur, parce que l'appréhension de certaines réalités par les théoriciens que nous sommes et dont le collègue a parlé peut être parfois hypocrite. C'est-à-dire on joue dans la théorie, mais en pratique, on pense différemment. Et ceci tient maintenant à l'honnêteté intellectuelle des uns et des autres. En matière de transition, j'avais été, je crois, le premier à imaginer un scénario où le remplaçant de l'actuel chef d'État ne devrait pas venir de sa région d'origine, parce qu'il aura déjà régné 30 ans. Tous les grands théoriciens de ce pays me sont tombés dessus à bras raccourcis. J'ose exploiter un argument de nature tribale. Mais enfin, moi je ne voudrais pas jouer de cet angélisme-là. Moi je sais que les tribus existent, elles sont une réalité et que cette réalité dort dans l'inconscient de chacun de nous. Même quand on fait semblant de penser différemment. État. C'est-à-dire, c'est un formalisme spéculatif qui m'étonne. Nous devons toujours partir de la réalité qui est la nôtre. Nous n'avons pas encore atteint l'universalisme des États européens. La France était un pays multitribal au temps de la conquête romaine. Il y avait des tribus. Ceux-là passaient le temps à exploiter les tribus les unes contre les autres. Mais quand la France a dépassé ce niveau multitribal, grâce à la férule des Capétiens unitaristes des monarchies successives, le socle de l'unité française et européenne s'est constitué. Et aujourd'hui, peuvent jouer du multipartisme sans plus se rappeler. Je suis étudiant en France, je dois à mon camarade dans tout. Toi, tu es de quelle région là? Tu viens d'où là? Tu es quoi? Je veux qu'il me dise l'équivalent, je suis bêtis ou je suis. Il me dit non. Il m'a dit comme ça. Moi, je suis parisien, mon père est de Bordeaux. Mon père est de Bordeaux, mais moi, je suis parisien. Ouais. Quand est-ce que nous allons raisonner comme ça? Alors, c'est pourquoi il faut. La nation est naturelle, comme l'a dit le jeune collègue, mais c'est l'État qui doit consolider la nation. C'est pour ça qu'il faut veiller aux règles de fonctionnement de l'État pour qu'il ne marche pas contre la volonté nationale. C'est une volonté. Il faut lui donner les moyens institutionnels pour qu'il se réalise. Et c'est pour ça que je dis, chers collègues, vous avez parlé des valeurs spirituelles en disant que ce que j'ai évoqué, c'était des valeurs matérialistes. Malheureusement, nous avons intégré l'économie capitaliste. L'économie capitaliste où le fondement, c'est l'avoir matériel. Et c'est l'avoir matériel qui détermine la superstructure idéologique aujourd'hui. C'est parce que les gens veulent accumuler des biens qu'ils sont prêts à tuer, à voler, à truquer les élections, à pratiquer de la magie noire. C'est parce qu'ils sont fondés sur des bases matérialistes. Ils veulent accumuler les avoirs. Donc, les bases spirituelles et culturelles auxquelles vous faisiez allusion sont bien réelles et sont nôtres. Mais nous sommes dans la mondialisation. Alors, sur cette question de transition politique, professeur Hubert Molonjana, quelles sont donc finalement les précautions qu'il faut prendre? Vous avez commencé à développer tout à l'heure en indiquant qu'il faut voir la nation, il faut voir l'État, il faut voir plus grand, il faut que les institutions se mettent en place de manière à ce que elles renforcent le pouvoir. Mais vous savez que cela est conduit et mené par des hommes. C'est Jean-François Bayard, je passe sous le contrôle du professeur Ken Fodorp, qui indiquait que de façon globale au Cameroun, lorsqu'on observe, on a vu que de Haïdjo à Biya, il s'agissait de diviser pour mieux régner. Et il s'appuyait par exemple sur le décret du 12 août 1983 qui a fait éclater par exemple le Grand Nord en trois, parce que de son point de vue, indiquait-il, il fallait
éviter de laisser prospérer des groupes de pression à caractère tribal en regardant, par exemple, le Grand Nord à cette époque-là? Est-ce qu'il est possible, dans cette vision-là, je veux dire, est-ce qu'il est possible que des hommes puissent porter cette vision sans être... Non, Bayard n'a pas vu juste. Bayard ignore tout simplement la dynamique de la progression historique des peuples. Un État doit s'organiser et continuer à s'organiser lorsque les nécessités se présentent. Le Grand Nord, il fallait le diviser, il fallait le répartir en des régions parce que le Grand Nord constituait la moitié d'un pays. Et il n'est pas bon d'avoir une région équivalente à toutes les régions d'un pays. Il fallait donc procéder à une répartition géographique, géopolitique, telle que les pour choses rapprocher puissent être les administrés gérables, de l'administration. que les choses soient gérables. Alors, Bayard ignore ça. Il avance une idéologie cynique de diviser pour régner. Bayard n'a pas vu juste là-dessus, précisément. D'ailleurs, je dois dire que c'est après avoir lu mon texte sur la mentalité digestive que Bayard a conçu son livre sur la politique du ventre. Il a pris chez moi. Donc ça, c'est une parenthèse. Maintenant, je dis que pour éviter les débordements, il faut savoir que nous sommes les Africains. Les tribus et les ethnies sont une réalité palpable. Ce n'est pas une invention. Les gens disent que les Blancs sont venus inventer les ethnies chez nous. C'est faux. Les ethnies existaient. Il faut donc savoir gérer avec l'existant. Et l'existant, ce sont ces divisions tribales. Il faut savoir embrayer sur telles ambitions ethniques pour pouvoir conduire le pays vers un véritable État républicain. Pour l'instant, la République est émiettée. Elle est émiettée par des tribus différentes. Elle est émiettée par des religions différentes. Je ne parle pas de l'islam et du christianisme. Je parle des sous-religions là qu'on appelle des sectes. C'est ça qui structure la base de la réalité étatique aujourd'hui. Il faut faire attention. Ce sont des idéologies qui nous viennent du Nord. Ce sont des idéologies qui viennent recruter sur place avec des grands maîtres de l'Occident et qui nous dictent notre conduite à tenir pour gérer notre État. Si nous n'apprenons pas à dire non à ces grands maîtres de l'Occident, nous n'allons même pas construire des États. Parce que nous allons construire des réalités à la solde de leurs intérêts, à eux, ces grands maîtres qui nous dirigent. Donc pour moi, il faut qu'on regarde la composition des États véritablement républicains, en évacuant les adhésions et les allégeances contingentes et superflues. Docteur Loubijon, nous sommes à la fin de cette émission. Au finish, qu'est-ce qu'on retient en termes de vision dans la construction nationale? Quels peuvent être les meilleurs leviers en quelques secondes pour sortir de l'émission? Ben oui, je crois, moi, je vous l'ai dit, il nous faut entrer résolument dans une dynamique de refondation. Vous voyez, unité nationale, ça s'exprime à travers des symboles, ça s'exprime à travers des actes qu'il nous faut penser véritablement. Il n'y a pas... vous avez parlé tout à l'heure de la transition. Bon, ça c'est l'immédiat, c'est l'aujourd'hui. Mais il nous faut bâtir un pays dans lequel les références dépassent le temps. Vous voyez, vous avez dit dans d'autres peuples, voilà, ils ont des constitutions qui datent des siècles et n'ont jamais changé. Aux États-Unis, la constitution de Philadelphie, par oui, exemple. alors donc je crois que c'est vrai, je crois le travail de l'université, les universitaires, les intellectuels sont interpellés. Il nous faut produire, voilà, des symboles, il nous faut produire des institutions qui durent et qui s'inspirent, comme a dit le professeur Monondiana, de nos réalités. Il a dit, bon, l'État que nous avons bâti, l'État dans lequel nous vivons, alors lui-même, quel a été son modèle? Cet État-là, il a été construit sur quel modèle? Je pense qu'il faut effectivement prendre le meilleur de nos cultures ambiantes, voilà, et fonder, refonder notre désir d'être ensemble, de vivre ensemble à partir de ces éléments. Voilà.
Professeur Kenyefolop, l'unité nationale, les transitions politiques. Oui, parce que quand on parle de transition politique, je crois qu'on voit à peu près le leader, celui qui est chargé, si vous voulez, de montrer la voie à suivre au pays. Et à ce sujet, je suis quand même optimiste pour l'avenir de notre pays, parce que personne n'aurait prédit si on peut parler de transition, oui. Personne n'aurait prédit avant la transition qui a eu lieu, par exemple, en 82. Vous comprenez? Et donc, notre pays a tous les atouts pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Hein? Peu importe finalement celui ou ceux qui auront la direction du pays. Parce que je suis toujours surpris, même quand j'entends des étrangers dire « celui qui est au pouvoir maintenant n'a pas préparé sa succession ». Je pense qu'il ne s'agit pas de préparer sa succession. Vous voyez, il y a des milliers, des millions de Camerounais qui peuvent demain se retrouver à la tête du pays, d'autant plus que je suis généralement concret, je ne philosophe pas, il n'y a pas d'école où on passe pour devenir ministre. Il n'y a pas non plus d'école où on passe pour devenir président de la République. Bon, on a parlé au cours de l'émission, j'ai entendu des collègues épiloguer sur les avantages. Moi, je suis d'une région où on dit que finalement, ceux qui sèment les arbres fruitiers ne sont pas toujours ceux qui profitent finalement des fruits. Quand on a un idéal pour le pays, l'essentiel, c'est de faire passer à peu près les messages. Parce que ce que nous disons là, tous les débats que, à votre initiative, nous faisons, et ça, on devrait peut-être vous remercier, nous contribuons, nous aussi, à l'avancement, au progrès du pays. Et d'ailleurs, je pense qu'à la conférence internationale Africa 21, le chef de l'État camerounais avait lancé un appel à l'intelligentsia camerounaise de l'intérieur et de l'extérieur, lui demandant de mettre à la disposition de ceux qui sont au pouvoir de solides bases d'analyse scientifique pour comprendre, appréhender le Cameroun et envisager son meilleur futur. Donc parler finalement de transition en pensant que finalement celui qui est au pouvoir doit préparer quand même sa succession, c'est ce que je ne comprends pas. Si la politique est quelque chose comme tous les autres domaines de la vie, une compétition, peut-être qu'après le départ de celui qui nous dirige aujourd'hui, il y aura à mon avis une compétition. Et comme d'ailleurs mon collègue l'a dit, on est un pays peut-être béni de Dieu, je ne rêve pas. Hein, je sais que les Camerounais sont suffisamment, mûrs. On a cette multiplicité ethnique que je considère comme une grande chance de notre pays, parce que chaque groupe ethnique a quelque chose à apporter à d'autres, même si on estime qu'on doit pouvoir encore défendre certains groupes au prétexte qu'ils sont peut-être minoritaires. Professeur Albert Dikoumé, pour sortir de l'émission, peut-être sur cette question de transition politique, elle peut être compromise par une mauvaise gestion de l'unité nationale? Bon, comme l'a dit le professeur Kenyé, je crois que les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Ce que nous devons faire, c'est transcender, non pas lutter. Il faut que je me fasse comprendre. Transcender le multiculturalisme, les identités particulières pour une identité commune. Mais cela ne signifie pas que nous devons les combattre. C'est pas ce que je dis. Il y a une identité nationale qui doit se mettre progressivement en place. Vous voyez? Et je crois que c'est plus important que la transition politique. La transition politique, on nous focalise trop sur cette transition politique en nous faisant oublier l'essentiel. Il ne faut pas laisser la proie pour l'ombre. Il y a des choses plus importantes qui doivent nous amener à bâtir notre pays. Parce que, quoi qu'on dise, ces dernières années, avec la succession des crises politiques, qu'on le veuille ou non, notre pays
connaît une forte paupérisation. Hein? Vous n'avez qu'à vous balader dans nos villes pour voir la misère ambiante. J'ai commencé par ça. Hein? Donc c'est ça le plus important. Il faut que nous nous mettions en branle, que nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour lutter contre cette paupérisation. Il ne faut pas que seul le laderneau, le politique, hein, se sentent concernés, confisque entièrement toutes nos forces, hein, et que nous laissions. Bon, lui il veut que nous ne parlions pas beaucoup d'économie, mon ami Nouk Bissoron. Oh non, je dis pas ça. Bon, mais moi, peut-être parce que je suis façonné de cette manière, l'économique, n'est-ce pas, tiens, le politique. C'est la base de notre société. Très bien. Même si nous avons fait parfois de mauvais choix. Professeur Hubert Mononjana, on sort de l'émission. On va vous remercier d'avoir fait le déplacement pour participer à cette émission ce soir. Merci beaucoup. Merci également à vous d'être venu, professeur Kenyefodov. Merci. Merci, docteur Thomas Noubisson, d'être venu sur ce plateau. Merci. Thomas Théophile. Hein, oui, alors... Oui, les deux vont ensemble. Voilà. Merci, professeur Albert Dikoumé, d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre édition de 237 le débat. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.